Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Sideline. Aujourd'hui, on a un épisode spécial où on va parler de l'histoire du sport avec Laurent Turcot. Laurent qui est professeur d'histoire à l'UQTR et YouTuber. Vous connaissez aussi probablement Laurent Turcot avec sa chaîne L'Histoire nous le dira qui fonctionne quand même assez bien. On a décidé de le recevoir aujourd'hui pour vraiment parler du sport, là, de l'histoire, de où ça naît, pourquoi on a décidé d'un jour de l'être humain de faire du sport, qu'on parle de la place de la violence dans le sport, les femmes dans le sport. On parle des Olympiques, du soccer, on parle de vraiment plein de fun facts en lien avec l'histoire et le sport. Fait que si vous cherchez des fun facts à dire pendant le temps des fêtes, c'est super bien parce qu'on aura plein de fun facts historiques pour vous dans cet épisode. Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie-Lynne No, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Allô Laurent. Allô. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline pour parler d'histoire. On est vraiment content d'avoir ce sujet-là pour notre spécial de Noël. On va commencer avec une question un peu générale. Le concept de sport, d'entraînement, ça commence où dans l'histoire? Ben, c'est toujours un peu difficile de savoir quand est-ce que ça a commencé. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Oh, la gang, je viens d'inventer le sport à partir de maintenant, là, on va appeler ça comme ça. » Non, c'est que les historiens et les historiennes sont capables de dater le moment où les premières pratiques sportives sont venues. Puis on pense que ce serait la chasse. Pourquoi? Parce qu'avant, la chasse, historiquement, ça servait à se nourrir. Tu sais, tu chasses, puis après ça, bon, ben, tu ramènes la bête ou le poisson à la maison dans le cas de la pêche. Puis on pense qu'à la préhistoire, il y a des gens qui auraient arrêté de chasser pour se nourrir, mais qui auraient commencé à chasser pour montrer leur puissance physique. Et c'est de là que les meilleurs chasseurs vont devenir les chefs. Et on va associer puissance physique à sagesse. Donc, tranquillement, la pratique sportive va devenir une forme d'élément réflexif sur le politique, mais plus encore une manière de s'entraîner à la guerre. Parce que, bon, il y a souvent des tribus qui sont en combat contre d'autres. Puis comment on fait pour être sûr de les battre? Ben, avoir des gros muscles, avoir des stratégies. Puis pour ça, ben, ce qu'on qualifie pas vraiment de sport comme tel, mais d'exercice physique pour préparer le corps pour qu'il soit bien préparé pour justement attaquer l'autre. Puis là, on se retrouve où dans l'histoire? Mettons, là, on parle de chasser. Est-ce qu'on est vraiment comme mettons, dans la préhistoire, où est-ce que... Oui, on est dans la préhistoire, ça veut dire avant la Mésopotamie, avant les Romains, la Rome antique. C'est vraiment les premières constitutions, il y a 35 000 ans, voire il y a peut-être 50 000 ans, ça fait très, très, très longtemps. Mais le problème qu'on a en histoire, c'est que tu n'as pas de traces, pas d'histoire. Donc, comme... Dans la préhistoire, c'est souvent l'archéologie qui révèle des choses. Il y a des premiers textes écrits qui racontent comment les hommes et les femmes vivaient avant, mais encore là, c'est un regard qui a été posé bien après de ce qu'on a vécu à la préhistoire. Donc, c'est ce qu'on pense être un des premiers éléments. Après ça, les premières civilisations arrivent, puis avec les premières civilisations, notamment la Mésopotamie, mais là, l'écriture, le fameux cunéiforme, qu'on se souvient, là, sur des tablettes d'argile avec des roseaux, et bien là, on va commencer à raconter les grandes histoires. Les histoires qui racontent les rois, la mythologie, puis peu à peu, on voit apparaître des pratiques sportives. Dans l'Égypte antique, on raconte des distances que l'on faisait de course d'un endroit à un autre. Donc là, on voit naître véritablement ces pratiques-là. Puis encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est de montrer à quel point la puissance physique permet de légitimer un pouvoir politique ou une importance sociale dans la communauté. Fait que de ce que je comprends, mettons, au début, on parlait d'histoire plus par rapport à chasse puis par rapport à montrer son pouvoir. Fait que le premier sport, c'était la chasse. Ouais, il y a beaucoup de gens qui seraient pas d'accord avec ça encore aujourd'hui. Quand tu parles de chasse, il y en a qui disent c'est pas un sport, ça n'a pas rapport. Mais historiquement, c'est ce qu'on pense être le premier sport. Mais entre toi puis moi, c'est ce qu'on pense. Puis si ça se trouve, il y a deux gars qui ont commencé à faire une course pour savoir lequel est le plus rapide, mais il n'y a pas de trace de ça. Donc, c'est difficile. Mais chose certaine, c'est qu'on peut associer sûrement les premiers sports à la guerre. Puis, à travers l'histoire, ça va toujours être ça. L'entraînement qui va devenir un entraînement militaire, va servir à organiser les troupes dans un espace pour pouvoir combattre le plus efficacement possible. Quand tu as 50 gars qui arrivent face à 50 gars, si tout le monde fait n'importe quoi, puis n'est pas entraîné, bon, ils ne sauront pas comment se battre. Tu sais, prendre une épée, c'est très lourd. Savoir où porter le coup, comment parer les coups, ça, c'est quelque chose que tu apprends avec un maître d'armes. Ça, on est à l'époque médiévale à ce moment-là, mais on ne disait pas comme tel sport, mais entraînement qui sert à une pratique
militaire. Les tournois, les joutes et les duels, là on était à l'époque médiévale, les tournois, c'était une couple de chevaliers qui arrivaient avec des épées, puis qui se battaient les uns les autres pour voir qui allait gagner, comme un tournoi tel qu'on les connaît actuellement. Les joutes, tu étais armé avec une grande lance sur un cheval, tu te faisais face, et là la lance devait être rompue sur l'adversaire. Puis encore une fois, c'est pour se pratiquer à la guerre. Peu à peu, ces jeux-là, ces sports-là vont se détacher de la pratique militaire pour devenir un exemple en soi, ce qui fait dire à certains historiens que les sports ont été inventés au Moyen Âge. Mais il y en a qui sont pas d'accord avec ça, qui vont dire non, faut retourner dans la Grèce antique, dans la Rome antique, parce que les Jeux olympiques comme tels étaient les pratiques sportives telles qu'on les connaissait. Les courses, par exemple, les courses de chars, les courses en armure, ça, c'est assez impressionnant, ça. Parce qu'on avait des armures à l'époque de la Grèce antique, des hoplites notamment, avec le bouclier, le plastron et l'épée. On faisait des courses armées comme ça. Donc, on s'entend que c'est encore une fois pour rappeler la fonction militaire qu'il y a derrière ça. Mais on le voit que peu à peu, les gens qui vont devenir des spécialistes, des sportifs, comme on les appelle aujourd'hui, c'est pas des gens qui vont devenir militaires. C'est qu'on garde les attributs de ce que ça avait été, c'est-à-dire une pratique sportive qui servait à préparer le corps pour se combattre, mais qui ne sert plus du tout à ça. C'est simplement les avatars du militaire qui servent une simple pratique sportive. On dirait que je vois juste une vision d'Astérix et Obélix avec... Aux Jeux olympiques, oui. Oui, mais c'est exactement ça. Puis tu sais, on pourrait aller plus loin parce que Astérix et Obélix, à l'époque de la Rome antique, quand ils vont au cirque notamment, c'est une forme de pratique sportive. Sauf qu'entre toi et moi, le gladiateur, il risque de mourir. Peut-être pas idéal. Les courses de chars aussi qui peuvent être très dangereuses. Quoique si on fait le parallèle avec aujourd'hui, tu fais du hockey, tu fais du soccer, tu peux te blesser de manière très intense. Les croisés du genou, par exemple, ta carrière peut être finie pour toujours. Todd Bertuzzi, qui avait pris un bâton de hockey, qui n'avait sacré un coup à la tête d'un joueur, qui a cassé des carrières. Eric Lindros, qui s'est fait frapper comme c'est plus possible. Il a fait tellement de commotion cérébrale, il était plus capable de jouer au hockey. Donc, on dit à l'époque, c'était violent. Ça l'est tout autant. Simplement, ce qu'on voit, c'est que du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on assiste à un processus de pacification peu à peu. Puis c'est une manière de mettre en mouvement les corps, justement, pour opposer symboliquement. Puis les Jeux olympiques, aujourd'hui, c'est ça. Ce que voulait faire Pierre de Coubertin, c'était que les nations puissent se confronter sans faire de mort. Et toute la pratique sportive d'une nation face à une autre, c'est ça. Encore aujourd'hui, quand on va au Canadien de Montréal, on entend les hymnes nationaux. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on entend les hymnes nationaux? Moi, honnêtement, je trouve que c'est inutile. Là, je vais me faire lancer des tomates parce qu'il y en a qui disent non, c'est important, Mais c'est une vieille pratique héritée des États-nations qui se sont constitués fin 19e siècle, début 20e siècle pour chanter la gloire d'une nation puis pour s'opposer symboliquement, mais aussi clairement aux autres pour dire on est meilleur que vous autres. Alors qu'entre toi puis moi, je trouve pas que c'est une valeur qui aujourd'hui est conforme à ce qu'on veut inculquer aux enfants et à ceux qui pratiquent les sports. Le sport, c'est une manière de communier les uns les autres. C'est pas une manière de dire on va te détruire mon tabarnak. Puis il y a ça derrière. Puis plus encore, quand t'entends les hymnes nationaux, c'est souvent des hymnes qui sont martiales, des hymnes guerriers. Par exemple, dans la Marseillaise, on parle de sang, on parle de gens qui viennent assassiner les femmes et les enfants, puis qu'il faut prendre les armes et combattre. À un moment donné, tu fais bon Dieu, on en est là. Fait que, je suis pas sûr que c'est très utile de garder ça. En revanche, dans d'autres manifestations comme les Coupes du Monde, là, il y a peut-être mieux lieu de le faire. Bref, ça, le débat est ouvert. Je vais pas le trancher ici, mais je trouve ça intéressant de voir un peu comme, on dirait qu'il y a un retour vers l'histoire, justement, quand on pense au fait qu'au bout du compte, initialement, un sport, c'est ce qui était comme tout le lien avec la guerre, puis montrer la force de la personne était ultra... Mais en fait, c'était lié. Est-ce qu'il y a eu certains moments dans l'histoire où est-ce que, justement, le sport puis cet entraînement physique-là n'était pas nécessairement lié avec la guerre, ou que les gens faisaient juste s'entraîner pour s'entraîner, puis il y avait parce que c'est bon pour la santé. Ouais, c'est ça, parce que c'était bon pour la santé, ou c'était tout le temps... formule, un esprit sain dans un corps sain, qui vient de la Grèce antique. Mais eux, c'était la formation de tout l'être humain. Puis il y avait la gymnastique. La gymnastique, telle qu'on l'entend aujourd'hui, vous pensez à Nadia Comaneci, Simon Biles, des affaires comme ça, c'est plus complexe que ça. Quand on remonte dans le passé, c'est une manière de former le corps pour qu'il soit en forme, en santé, mais pas juste le corps. Dans les palestres, l'endroit où on s'entraînait, dans les gymnases d'ailleurs, qui en Grèce ancienne veut dire
nu. Donc, les sports que l'on faisait, tout se faisait nu, la lutte notamment. Et il y avait d'un côté le gymnase, l'espace, la salle de sport, si vous préférez, et on traversait le couloir dans le même bâtiment et tu avais une bibliothèque où on allait se former. Donc, imaginez les joueurs du Canadien de Montréal qui s'entraînent, sortent de la glace, prennent leur douche, puis traversent la bibliothèque pour aller lire du Tolstoï ou du Kierkegaard pour se faire la tête. Là, Non, ça on marche rit tous, mais pourtant, ça devrait. Tu sais, on pourrait demander aux joueurs de hockey, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quoi vos curiosités culturelles. On a perdu ça parce qu'on a l'impression que sport et esprit, c'est quelque chose de séparé, alors que l'un ne va pas sans l'autre. Puis les Grecs l'avaient compris dès le début. Le corps doit aller avec l'esprit. Les Romains vont l'adapter avec les termes, les bains. On allait dans les bains pour se faire masser, pour reposer le corps, d'autres pour jouer un petit peu. On allait à la baignade aussi. Puis d'un autre côté, on allait lire, on allait discuter. Il y a cette adéquation entre le corps et l'esprit qu'on a un peu laissé de côté, mais il y a toujours eu quelque part cette volonté de faire de beaux muscles, un corps saillant qui est désirable aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Avoir un beau corps, c'est aussi projeter quelque chose qui attire une séduction de l'autre. Fait que je comprends qu'il y a quand même une différence entre, mettons, le sport, le corps et l'esprit, puis après ça, il y a quand même l'esprit de compétition, puis de nation, puis de montrer que notre nation, c'est la meilleure, tu sais. Est-ce que, mettons, dans l'histoire, là, je pense à ma question, je la pose à la bonne personne, est-ce que dans l'histoire, vous savez qu'à un certain moment, il y avait des combats des nations, puis, mettons, un esprit dans un corps sain, mais il y avait aussi certains athlètes qui se formaient justement pour montrer un peu leur gloire, mais c'était pas nécessairement leur gloire guerrière, c'était plus pour montrer que c'était des bons athlètes, puis ils performaient, puis qui étaient comme le grec était meilleur que le romain. Puis là, je m'excuse parce que je sais pas si ça existait dans non, mais t'as raison, ça mais... existait. Ça existait dès la Grèce antique. On va voir les premiers athlètes même commencer à se vendre d'une cité-État, excusez-moi, à une autre. Par exemple, un Athénien va se rendre compte que, par exemple, Thèbes lui donne plus d'argent, donc il va représenter Thèbes pour, après ça, avoir sa gloire. Et les athlètes le disaient très clairement, là. Le disaient très clairement. C'est ce qu'on a trouvé dans les inscriptions. Ils voulaient mousser leur propre gloire. Et quelqu'un qui gagne aux Jeux olympiques, puis en passant, il n'y avait pas de médaille d'argent ni de bronze, là, ça a été inventé après. C'est juste tu gagnes ou tu perds, that's it, là. Puis tout ce que tu gagnais, c'était la couronne de laurier. Donc, c'est la gloire qui te permettait après ça d'avoir une carrière beaucoup plus intéressante, de devenir un homme politique, d'avoir une grande entreprise, je schématise, mais c'est à peu près ça. Donc, ils le faisaient pour leur gloire personnelle. L'individualisme, tu peux pas le séparer du sport. Puis encore aujourd'hui, là, je fais le parallèle avec notre 21e siècle. Ce qu'on aime beaucoup dans le sport, c'est que c'est une parfaite métaphore de notre société capitaliste basée sur le mérite individuel. C'est parti de rien. Cet athlète s'est tissé jusqu'en haut pour gagner, puis là, il triomphe. Puis même quand il triomphe pas, quand il perd devant tout le monde, l'espèce de fantasme de voir la désillusion, on s'accroche à ça parce qu'on dit, nous autres aussi, ça nous est arrivé. Puis c'est vraiment celui qui arrive à pousser tous les obstacles. Tu sais, l'American Dream, c'est vraiment ça que ça incarne, le sport. C'est une projection de nous-mêmes. C'est une projection de ce que l'autre a réussi à faire, de ce que nous, on veut pas, on n'arrive pas à faire, mais que quelque part, on veut. Tu sais, on va au gym, on fait des petites ligues sportives, des ligues de garage, de hockey à gauche, à droite, où on vit à travers nos enfants qui eux-mêmes se révèlent à travers ça. C'est un facteur de transmission, d'apprentissage de l'autre, d'apprentissage de notre société, puis c'est une manière de dire, quand tu es dans une équipe, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Donc, c'est un apprentissage des valeurs de la société que le sport. C'est beaucoup plus que simplement, on va se divertir, on va s'amuser. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ça doit être le fun, tu travailles sur le sport, ça ne va pas être bien compliqué. Au contraire, c'est aussi important que l'économie. Puis même, on pourrait dire, le sport, c'est de l'économie, c'est de la géopolitique. Le fait que les Coupes du monde, par exemple, se tiennent dans des pays où les droits de l'homme sont un petit peu limites, puis avant ça, ça a été en Russie, tu fais, OK, eux, c'est ce qu'on appelle du sports washing, c'est qu'ils s'achètent une crédibilité mondiale en ayant des grandes manifestations sportives pour dire, regardez comme on organise bien les affaires. Bon, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a de l'esclavage derrière, il y a des milliers de morts pour construire ces stades-là et que vous jouez à 60 degrés, on climatise tout. C'est une catastrophe écologique, mais regardez comme on fait bien les choses. Il y a ça qui est très important. Puis c'est pas pour rien que les régimes autoritaires utilise le sport comme vecteur. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine enrage de pas pouvoir montrer ses athlètes sur les scènes internationales. On pourrait parler aussi de dopage. Je sais que vous vouliez en parler aujourd'hui de dopage, mais comment est-ce que ça a été organisé d'une manière très, très simple pour dire, oui, on va avoir les meilleurs athlètes, mais on va leur donner une petite coche,
un petit peu plus haute pour prouver que non seulement on est les meilleurs, mais on écrase tout le monde. La rivalité entre les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide, oui, il y a eu la guerre des missiles, oui, il y a eu le Vietnam, mais il y a surtout les Jeux olympiques. Tu sais, c'était une manière de dire qui va gagner. Le fameux miracle sur glace, là, qui faisait que les États-Unis, une équipe amateur, a battu les Russes. La série du siècle entre le Canada puis l'URSS, où est-ce qu'on était sûr de les planter, ça a été beaucoup plus difficile, mais une chance, on a gagné. C'est toujours une manière de dire, bon, ben, le vrai combat se passe sur la culture, le sport, la science, la course à l'espace, c'est exactement la même chose. Puis c'est là qu'on voit que ce qu'on pense être quelque chose de divertissant, quelque chose qui est accessoire à la vie, est au contraire un cœur de la vie sociale. C'est pour ça que les gens qui disent « ça m'intéresse pas le sport », je dis « ben la vie t'intéresse pas ». Parce que c'est un miroir de notre société. Ben c'est vrai. Puis, tu sais, pas besoin de passer autant loin, là, juste pendant la Coupe des 4 Nations, est-ce que c'était le Canada versus les États-Unis, là, puis là, Tu te souviens comment ça a commencé? C'était fou, tu sais. Les gens huaient, les hymnes nationaux, les deux Ketchuk, dont un qui jouait pour Ottawa a laissé tomber les gants pour se battre avec les Canadiens. Nous autres, on a dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais derrière, tout le monde était content. C'est comme, ils tapent ce que nous, on n'arrive pas à faire. C'est ça, Donc, oui. Tu sais, c'est vraiment fait ce que moi, j'arrive pas. Est-ce que c'est pour ça, si on prend comme toute la catégorie des sports violents ou les sports de bataille, est-ce que c'est pour ça que c'est autant populaire? Pourquoi l'humain aime regarder des gens se battre? C'est une belle question sociologique. Je vais te répondre sur l'histoire des premiers sports qui ont été fédérés. On est en Angleterre au début du 19e siècle, dans un collège dont je te nomme pas le nom tout de suite, sinon tu vas comprendre ma joke. Et c'est un gars qui s'appelle Thomas Arnold. Et là, il voit des jeunes hommes, des jeunes garçons qui se tapent sur la gueule durant les récréations sans arrêt. Puis il dit ça n'a pas de bon sens. Il dit les gars, ils ont besoin d'être cadrés, ils ont besoin d'avoir une espèce de manifestation. Et ce collège en question s'appelait Rugby. Donc, le collège de rugby qui va créer le jeu, le sport qu'on appelle le rugby, où est-ce que finalement, c'est une manière des corps des gars qui se mettent en jeu. Puis le rugby, on s'entend là, quand on parle de violence, là, tu joues au rugby puis t'as pas un bleu en sortant de là, c'est que t'as été sous le banc tout le long. Bref, les joueurs qui jouent à ça, c'est une manière de s'exercer, d'exercer le rapport à l'autre, de tasser et de physiquement se dépenser pour avoir l'esprit libre, pour après ça pouvoir travailler dans les collèges. Un peu comme ce qu'on voyait dans la Grèce antique. Donc, est-ce que on est attiré vers la violence naturellement? Le sport avait comme fonction de canaliser la violence qui était chez les êtres humains. Tu sais, c'est une manière de le rendre socialement acceptable. Avoir un 6 pouces d'un côte, là, sur le bord de la rue, la police intervient. Mais dans le sport, au hockey, ben, c'est simplement se faire rudoyer, se faire plaquer. Donc, c'est une ouverture qu'on a, le sport, pour sortir le méchant. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu fais, j'ai tellement de contraintes en moi, tu vas taper sur une balle, ça va mieux. Puis les gens qui regardent ça, les spectateurs, ils passent aussi un peu leur frustration à travers ces athlètes-là. Ben oui, puis tu cries, tu chantes, tu hurles, tu te rapproches. Il y a plein d'éléments que tu n'as pas dans la société ordinaire face à ton téléviseur. Puis entre toi puis moi, regarder un match tout seul du Canadien versus regarder un match du Canadien avec 15 personnes, ça va lever beaucoup plus parce que tu as du lien social. Puis dans une société où des fois, on a de la difficulté à se relier les uns les autres, le sport, c'est un des meilleurs vecteurs. Puis tu sais, au Québec, on dit souvent que les hommes d'une certaine génération ne parlent pas. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était pas des hommes qui parlaient beaucoup, mais face au sport, là, tout d'un coup, le tuyau est ouvert, la champlure est ouverte, puis ça sort, puis t'as pas besoin de te regarder les uns dans les yeux. T'as comme un vecteur central qui est le match, puis là, vous parlez, t'alternes du sport, tu reviens sur tes affaires, t'alternes du sport. Et c'est pour ça que quand je te dis tu t'intéresses pas au sport, tu t'intéresses pas à la vie, parce que la vie, il y a une grande partie qui est là, face à l'échange, face à ce que tu vois. Puis même, quand on prend l'exemple des Canadiens de Montréal, il y a combien, une vingtaine de joueurs là, sur la glace? Mais tout le monde dit, je regarde du sport. Non, tu regardes pas du sport, tu fais un loisir. Toi, Puis c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sport et les loisirs, parce que dans ma tête, l'un ne va pas sans l'autre. Fait que de ce que je comprends, historiquement, la violence dans le sport, ça a toujours été vraiment omniprésent. Oui. Puis là, je pensais même aux gladiateurs. Là, tu sais, ça a vraiment été quelque chose de violent, puis c'était comme le fondement de la création du sport. Fait que, est-ce que en 2025, du sport sans violence aurait comme pas vraiment sa place? Ou? Non, je pense qu'il y a de plus en plus sa place. C'est qu'on voit dans notre société qu'on est en train de pacifier au maximum
un des rares sports collectifs où les batailles sont encore permises, c'est le hockey. Et il y en a de moins en moins. On n'arrête pas de se poser la question, est-ce qu'on les enlève, les batailles? Mais quand tu descends dans les ligues inférieures de la Ligue nationale de hockey, comme la Ligue américaine, où sont les Rockets, ou plus encore, où sont les Lions de Trois-Rivières, ou les ligues semi-professionnelles, tu te rends compte que la bataille, ça fait partie du show qui est donné. Puis il y en a qui disent, par exemple, comme dans Slapshot, le fameux film avec Paul Newman, tu peux pas enlever la bataille du hockey. C'est dans sa constitution première. Honnêtement, si vous me demandez de mon avis, moi, je suis pour qu'il n'y ait plus aucune bataille. C'est dangereux. Tu peux blesser de manière définitive. Puis surtout, c'est que ça enlève le beau jeu qui rend le sport intéressant. Mais là, encore une fois, je vais me faire lancer des roches. Là. Mais c'est ça, mais c'est intéressant d'avoir comme vous qui est historien puis qui le dit littéralement que le sport, le rugby, tout ça a été créé pour justement pour pas avoir de la guerre. Puis là, on essaie de pacifier toute forme de sport. Fait qu'on dirait que c'est comme un peu on peut les opposer un peu. On dirait que c'est un peu de dire hystériquement, il y a eu... Mais, parce que, tu sais, on dirait que dans ma tête, l'histoire fait juste se refaire, là, puis je suis pas hystérienne, là, puis c'est vous qui pouvez me dire comme si je dis complètement quelque chose de faux, mais tu sais, de se dire, de dire, ah non, mais avant, c'était vraiment moins violent, mais comme avant, les gens se tuaient, je sais pas. Ben, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis l'histoire se répète. Moi, je pense pas que l'histoire se répète, sinon les historiens et les historiennes sont beaucoup plus riches là, que le sont actuellement. On serait capable de voir ce qui s'en vient. Qui nous dit que dans 5 ans, Donald Trump va pas renverser le régime, installer un régime autoritaire sur Cuba, envers le Canada et unifier la totalité de l'Amérique? On le sait pas. On sait pas de quel bord ça va aller. Mais certains vont dire, début du 20e siècle, il y a quand même une pandémie, il y a eu des régimes autoritaires, il y a eu du fascisme, il y a eu des guerres mondiales. Ça ressemble à ce qu'on a eu au début du 21e siècle. Donc, on s'en va-tu vers une autre guerre mondiale? Ben, l'histoire nous le dira, mais moi, je pense pas, honnêtement, qu'il y a un sens très précis sur, parce qu'il y a eu d'événements X, il va y avoir un événement Y. Et ce que nous apprend l'histoire, par exemple, c'est les erreurs qui ont été commises dans le passé, puis là où c'est allé. Puis on l'a vu que quand on laisse dégénérer une violence dans le sport, ça nuit à tout le monde. Les spectateurs sont plus violents. Les sportifs se blessent et tu casses des carrières. Par exemple, Mike Bossy, qui est probablement un des plus grands joueurs de hockey s'est fait défoncer et qui a eu une carrière écourtée. Mario Lemieux aussi, bon, lui, c'est autre chose, mais Sidney Crosby, qui a eu des commotions cérébrales à n'en plus finir. Tu sais, des carrières qui sont cassées pour des raisons qui pourraient être contrôlées. Puis c'est des joueurs, souvent, qui sont moins forts que les autres, qui renversent leur manque de talent par une violence. Est-ce qu'on est d'accord comme société avec ça? De moins en moins. Le basket, tu fais à peine, tu essaies de ramasser le gars, technical, tu sors du match, c'est fini. Puisque si on dit, on ne veut plus de ça. Pour nous, le sport, c'est avec un ballon, puis c'est comme ça que ça se passe, ce qui est tout à fait louable. Mais paradoxalement, si on fait le parallèle, on perd en violence dans le sport ce qu'on gagne dans notre société en agression puis en harcèlement dans les réseaux sociaux. Les gens ont comme un vecteur où ils peuvent balancer les choses les plus violentes sans avoir de lien, alors que le sport permettait ça avant. Donc là, c'est une interprétation un peu sauvage que je vous fais par rapport à ça, mais je pense qu'il y aura une réflexion à se poser là-dessus. Oui, mais c'est ça. Puis là, je veux pas que... J'ai pas l'air d'être pro-violence dans le sport, là. Je veux dire, c'est vraiment pas ça mon point, là. Mais c'est juste de montrer un peu la contrepartie. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir votre point de vue, tu sais. Puis je me rappellerai toujours quand j'avais un cours de psychologie pendant mon année préparatoire où est-ce qu'on nous montrait des jeunes enfants qui regardaient quelqu'un qui battait un nounours, dans le fond. Puis après ça, l'enfant, il devenait vraiment plus agressif. Puis c'était juste de montrer comme quand tu vois de la violence, t'as juste plus d'enclin à avoir, comme à être plus agressif. Puis là, don't quote me on that, là, c'est quelque chose que je me rappelle. Tu sais, c'est vrai que quand tu vois plus de violence, ça vient chercher quelque chose en toi qui est plus violent. Mais on dirait que quand je vois que, historiquement, c'est vous qui l'avez dit, le sport a justement été fait pour canaliser la violence. Là, je me dis, mais si on enlève toute la violence va aller où? Mais c'est ce qu'on appelle violence aussi peut être simplement un rudoiement. T'es pas obligé d'aller dans l'agression. T'es pas obligé d'utiliser ton bâton comme une arme pour détruire. T'es pas obligé de volontairement faire tomber. À un moment donné, c'est le plaquage est permis, ou même, tu vas d'épaule à épaule au basket, ou au soccer, même chose. Mais de là à faire des tacles assassins, de là à défaire avec une main baladeuse qui te ramasse la tête, l'oreille, puis tout, il y a des limites. C'est qu'on peut cadrer. Puis c'est ce que voulait faire Thomas Arnold au début du 19e siècle à rugby, c'est qu'il disait, on va pas permettre
tous les coups. Il va en avoir qui vont être permis, mais si tu dépasses la ligne, t'es mis dehors. Puis il y a ça aussi parce que, tu sais, dans notre société, il y a ce qu'on appelle les autorités, la police, les tribunaux, etc. Et les policiers et la justice en général ont ce qu'on appelle le monopole légitime de la violence. Donc, si toi, tu respectes pas les règles qu'on s'est donné comme société, on t'enferme et on a le droit, avec nos policiers, de te taper parce que tu n'as pas respecté le fait d'être à tel endroit, à tel moment. Et c'est exactement ce que font le sport. Un monopole légitime de la violence qui est donné aux arbitres ou aux grandes ligues en général. Mais de là à dire qu'il faut permettre une violence décomplexée, je pense que c'est dangereux. Puis je pense que tu abondes dans mon point de ce côté-là. Il faut toujours avoir une mesure par rapport à ça. Puis il y a quand même, tu sais, ça, c'est le sport qui est à travers un sport d'équipe, mais il faut se rappeler qu'il y a toujours les sports comme la boxe, la lutte, le MMA, tu sais, qui vont toujours qui se battent dans des cages, puis tout ça, mais ça, c'est l'exemple parfait de la... Tu sais, se battre. Le sport, c'est de se battre. C'est pas à travers jouer au hockey. Il y a le geste aussi, il y a la beauté du geste, du beau coup de poing bien lancé au bon endroit, avec des gants qui, quand même, on protège aussi. Tu sais, pour la boxe. C'est sûr qu'il y a de l'extreme, le MMA, où est-ce que le but, c'est carrément de déconfire, on va dire, la personne que tu as devant toi. Puis ça me fait penser à une autre des pratiques sportives qu'il y avait dans la Grèce antique, ce qu'on appelait le pancras. Le pancras, c'était de la lutte, mais comme le but, c'était de détruire l'adversaire, on a commencé à mettre des lanières de cuir autour des poignets quand on donnait des coups de poing. Puis on s'en est rendu compte que ça détruisait pas assez. Donc, on a commencé à mettre des plaques de métal sur les jointures. Et là, on frappait avec ces plaques de métal-là. On s'entend que la personne qui revenait chez elle après les Jeux olympiques du pancras était déformée. Puis il y a d'ailleurs une histoire qui nous est racontée parmi... toutes celles qu'on connaît, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'en va aux Jeux olympiques pour participer au pancras. Et pendant qu'il était aux Jeux olympiques, son père meurt. Et il revient chez lui, et là, il veut avoir son héritage, mais personne n'est capable de le reconnaître tellement son visage a été détruit. Puis il y a ça aussi, tu sais, dans notre sport actuellement, on va toujours avoir une ouverture de « on veut quelque chose » où c'est de la pure destruction. Et je pense que tous les sports extrêmes qu'on essaie de développer, c'est comme le sport est devenu trop propre, il faut encore revenir. Puis il va toujours avoir une marge. Cette marge-là, je dis pas qu'il faut la laisser de côté, je dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle existe, tout simplement. Il va y avoir une marge où on va vouloir aller très loin dans la destruction de l'autre, dans l'attaque, dans le sang. Puis il y a un désir de ça dans l'être humain. D'où ça vient, honnêtement, je ne suis pas assez sociologue ou anthropologue là-dessus, mais du point de vue historique, je suis capable de vous cadrer que c'est pas quelque chose de neuf et qu'à toutes les époques, il y a eu des moments. Il y a eu des moments de pacification, il y a eu des moments de ce qu'appelle le sociologue Norbert Elias de décivilisation, où on a l'impression que on est renversé complètement dans nos idéaux, on s'était donné collectivement. On ne doit pas heurter l'autre, on doit respecter l'autre, etc. Par exemple, le régime nazi serait un grand moment de décivilisation pour revenir après ça vers un processus de civilisation des mœurs, comme il l'appelle, où justement, on accepte que la violence est prise en charge par l'État et que nous, on doit respecter l'autre par des règles de civilité, des règles de politesse, des règles de ne pas heurter l'autre comme ce qu'on apprend à nos enfants tous les jours. Là. Ben, ces moments-là, dans le sport, on les voit aussi très clairement. C'est quoi les moments de pacification? On dirait que je suis comme intéressée dans quel autre... Dans ma tête, en ce moment, t'es dans le plus gros moment de pacification des sports et de la vie, de ne pas être violent. C'est quoi, historiquement, mettons, un autre moment qui a pu nommer où est-ce qu'il y avait cette idée-là, justement, de ne pas heurter l'autre? Ben, à l'époque de Louis XIV. Louis XIV, on est au 17e siècle en France, fini les tournois médiévaux qui se poursuivent un peu pendant la Renaissance. Et quand Louis XIV arrive, les nobles qui sont les siens, c'est ce qu'on appelle les bellatores, donc ceux qui se battent. Et techniquement, la job d'un noble, d'un aristocrate, c'est d'aller défendre son peuple. C'est les gens qui travaillent dans ses campagnes pour lui. Et lui, dans sa tête, il va en avoir besoin de ces nobles-là, mais comme ils ne font pas la guerre, il va mettre en scène les nobles dans un contexte, par exemple, des parades militaires, des carrousels. Les carrousels, là, vous pensez aux petits jeux, là, parce qu'avant, c'était une parade de cheval. On avait l'aristocrate qui était sur son cheval, qui était tout drapé lui aussi avec une perruque, puis il se promenait pour montrer à quel point il était riche. Donc ça, tu vois, c'est un moment de pacification. On s'est servi des exercices physiques, des jeux traditionnels, comme l'appellent certains historiens,
pour servir la constitution d'un État. Dorénavant, la seule puissance, la seule violence, le seul exercice militaire qui existe, ça va être au roi et non plus au noble comme tel. Et c'est le roi qui va déterminer à quel endroit vous allez vous battre et toujours en fonction des désirs du roi. Donc ça, tu vois, c'est un moment. Il y a aussi ce moment de pacification qu'on pourrait dire sur la boxe, parce que bon, au 18e siècle, on commence à inventer la boxe. Jack Broughton, qui est un des grands boxeurs du 18e siècle. Puis à un moment donné, c'est qu'il va se battre contre quelqu'un, il va tuer cette personne-là. Après le match, on va se rendre compte que son adversaire est mort. Donc ils vont dire hey, « ça n'a pas de bon sens, il faut faire des règles ». Donc on va instituer des règles dans la boxe pour dire « bon, ben les rounds vont durer de telle distance, on doit s'éloigner de telle affaire, puis le ring, dorénavant, il va être bâti de telle manière ». Donc on structure la manière de faire les choses. Puis il y a toujours une volonté de structurer les sports pour pas que ça soit du tout et n'importe quoi. Puis le but du sport, c'est que tout le monde ait les mêmes chances de concourir, qu'il n'y ait pas un avantage outrancier d'une personne sur une autre. On est un podcast de médecine du sport. Ouais! Le grand sujet, je pense, qui va intéresser vraiment tout le monde, c'est les Olympiques. Ouais. Fait que si on repart à la base, les Olympiques. D'où ça vient? Ouais. Ben, les Olympiques, comme son nom l'indique, ça vient d'Olympie. Donc, on est en Grèce antique. À cette époque-là, il n'y a pas que les Jeux olympiques, hein, il y en a plein d'autres. Il y a des séries d'Olympiques. On s'entend que c'est aux 4 ans. Ça durait environ C'était déjà 1000 aux ans. 4 ans? Oui, c'était déjà aux 4 ans. Intéressant. D'ailleurs, Pierre de Coubertin, qui les a réinstitués à la fin du 19e siècle, les Jeux olympiques modernes, comme on les appelle, c'est beaucoup basé, mais a inventé certaines choses, dont le marathon, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Ça, c'est une invention complète de la fin du 19e siècle. Ça n'existait pas en Grèce. Oui, là, je sais, il y en a qui sont en train de me dire, même si vous n'êtes pas là, je vous entends me dire, oui, mais il y a un gars qui a couru pour se rendre jusqu'à marathon. Oui, pour annoncer la victoire, mais après, il est mort. Donc, nous, comme société, on s'est dit, hey, il y a un gars qui a couru 42 km pour annoncer la victoire des Grecs, puis il est mort, on va en faire une discipline sportive. On a peut-être des questions à se poser là-dessus, là, sur notre exercice physique et la notion de se pousser à l'excès. Mais toujours est-il, ça vient de la Grèce antique, les Jeux olympiques, et il y avait différentes manifestations. Il y avait la course en hoplite, comme je vous disais, à armure. Il y avait la course en char. Il y avait le pancrace. Il y avait, bien sûr, différents types de courses qui se passaient. Et il n'y avait pas de médaille, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était seulement la couronne de laurier. Et il y avait aussi des règles sur les tricheurs. Notamment, il y a des gens qui payaient l'autre pour se coucher, par exemple, dans un combat. Ben là, s'il se faisait pogner, il fallait qu'il paye et il était humilié par tout le monde. Il y avait même des gens qui se droguaient, pourrait-on dire, avec du dopage. Là, vous allez me dire, il y avait du dopage? Oui. Ils se droguaient avec quoi? Avec un régime carné. On considérait que quelqu'un qui faisait un régime carné de viande trop intense avant de combattre, ben c'était comme du dopage, donc c'était pas permis. Il y avait quand même tout un ensemble de règles. Et quand on l'avait pogné pour dopage ou pour tricherie, il devait payer pour l'érection de statues juste avant de la rentrée du stade. Les athlètes pénétraient à travers cette grande allée. Il y avait des statues et ces statues-là étaient une manière de dire « trichez pas, dopez-vous pas, sinon vous êtes dans la merde ». Puis les Olympiques, il avait duré à peu près combien de temps, mettons, de la fondation jusqu'à la fin? Puis pourquoi ça l'avait arrêté? Environ 700 ans, 1000 ans. Ouais. Je me souviens bien, il faut que je vérifie. Et pourquoi ça a arrêté? Ben, on s'entend que dans la Grèce antique, ça a été quand même assez fort, mais peu à peu, les Romains l'ont repris, mais c'est plus devenu quelque chose, je te dirais, d'usuel, de rituel, qui avait plus l'importance que ça avait comme tel. Mais pourquoi ça a arrêté? Parce que la Grèce a perdu en importance, parce que l'Empire romain est arrivé derrière, puis la culture grecque elle-même est tombée. On a essayé d'en refaire des Jeux olympiques de la fin de la Grèce antique, pourrait-on dire, jusqu'au 19e siècle. Tu sais, à l'époque moderne, au 17e siècle, en Angleterre, on a fait des Jeux olympiques. On a même fait des Jeux olympiques à Montréal au milieu du 19e siècle qui n'ont pas fonctionné. Mais il va vraiment falloir attendre Pierre de Coubertin à la fin du 19e qui, lui, va se verser de culture antique, puis il veut absolument les refaire, puis il va proposer ça, puis les gens vont l'adopter. Les premiers Jeux olympiques vont être en Grèce. Mais il y a quand même plusieurs spécificités des Jeux olympiques desquelles aujourd'hui on s'éloigne énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Pierre de Coubertin, avec toute une gang, parce qu'il n'était pas tout seul, met en place les Jeux olympiques, lui se dit « je veux pas des athlètes entraînés ». Il dit « tout le monde est capable de s'entraîner puis de devenir le meilleur ». Il dit « c'est pas ça que je veux. Moi, je veux l'athlète naturel. Celui qui va être capable, sans s'entraîner, de prouver à quel point il est le meilleur dans telle discipline ou telle autre. » Et le modèle du grand athlète pour Pierre de Coubertin aux Jeux olympiques d'Athènes en 1897,
96 ou 97, je me trompe de date, mais bref, une de celles-là. Je fais tout ça en notes, là, je m'excuse aujourd'hui. Et cet athlète-là, c'était Spyridon Louis, qui est un berger grec qui va gagner le marathon sans s'entraîner. Il va dire, voilà, c'est l'homme par excellence. On s'entend que beaucoup vont contester cette idée-là parce que c'est au même moment où les grandes ligues sportives commencent à se constituer. La Ligue nationale de hockey, le baseball, le MLB, si vous préférez, la NFL, le football américain, tout ça commence à se constituer. Et on se dit, bon, ben, à un moment donné, il va falloir permettre aux athlètes professionnels, dont c'est la job, de performer aux Olympiques. Pendant longtemps, ça va être persona non grata. Ce ne seront que des amateurs. Donc, certains vont attendre à la dernière minute, vont faire leurs Olympiques. Une fois que les Olympiques, c'est fini, tombent professionnels pour enfin faire de l'argent. Ça va être mis à mal beaucoup à partir des années 60-70, 1960-1970, quand les droits télé vont rentrer. Quand, là, les ligues sportives amassent des millions et des millions, puis on se rend compte que là, bon, ben, peut-être qu'il faudrait laisser un peu plus les athlètes professionnels performer. Mais, tu sais, ça fait pas longtemps que les athlètes de la Ligue nationale de hockey vont aux Olympiques. Là, on s'en va à Milan bientôt, là. Puis encore là, on ne sait pas si ça va se passer parce qu'ils disent que l'aréna n'est pas conforme aux standards olympiques. Bref, c'est un long processus, puis là, je sais que tu voulais en parler, mais les femmes n'auront pas les mêmes droits que les hommes dans les Jeux olympiques. Puis, j'ai pas vérifié aux prochains Olympiques s'il y a autant de compétitions femmes que hommes, mais historiquement, les hommes ont toujours eu plus de discipline que les femmes. Il y a même un moment très, très troublant au début du 20e siècle où bon, Pierre de Coubertin était contre les femmes. Il disait la job d'une femme, là, c'est pas de faire du sport, c'est de donner les lauriers de la gloire à l'homme qui a gagné. That's it. C'était pas un homme très, très, très progressiste, on va dire, Pierre de Coubertin. C'est aussi un homme qui a adoubé, pourrait-on dire, les Jeux olympiques de Berlin en 1936, les Jeux olympiques de Berlin qui étaient ceux du régime nazi, est-on besoin de le rappeler, tout comme le Comité international olympique a adoubé plusieurs des manifestations dans des pays à la moralité douteuse, on va dire ça comme ça, mais la femme n'avait pas pour fonction, pour Pierre de Coubertin, de faire du sport. Mais malgré tout, elles vont le faire. Et il va y avoir cet épisode troublant dont je voulais vous parler, la fameuse épisode du 800 mètres, des femmes qui courent sur 800 mètres. Et là, les journalistes sportifs qui vont dire « c'est beaucoup trop long pour une femme ». Parce qu'ils vont dire « à la fin de la ligne d'arrivée, les femmes arrivent épuisées, il y en a qui ne sont pas capables de finir. » Et après ça, ils vont interdire le 800 mètres pour les femmes. Et il va falloir attendre, je pense, 40 ans pour que cette discipline-là revienne. C'est un monde, le CIO, puis là, je sais qu'il y en a qui vont me détester en disant ça, mais c'est un homme de conservatisme qui est figé dans un temps arriéré, je te dirais. Tu sais, on a vu quand même certaines compétitions, certaines disciplines arriver. Là, on a vu le breakdance aussi, on a vu le skateboard. Bon, là, je sais, tout le monde va parler de l'Australienne. Mais il y a quand même une volonté d'essayer de démocratiser. Puis on a laissé tomber certains sports. Par exemple, il y avait au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, pardon, une compétition de pêche à la ligne aux Jeux olympiques. On avait aussi une compétition de long pole, qui était une espèce de tennis qu'on faisait sur l'extérieur. Il y avait aussi des compétitions de poésie qui existaient parce que Pierre de Coubertin voulait faire autant le sport que l'art. On a essayé de le refaire à Paris en 2024, ça a moyennement bien marché. À Montréal aussi, on avait essayé de faire des choses en 76, ça avait encore une fois moyennement bien marché. Mais il y a toujours cet idéal d'accoler l'un avec l'autre. Puis initialement, c'était quoi les sports qui étaient en démonstration aux Olympiques modernes? Quand tu dis moderne, c'est fin du 19e, début 20e siècle. Ouais. Ben, c'est souvent les sports qu'on retrouvait dans la Grèce antique. Bon, la course, bien sûr, le décathlon, ça qui a été inventé, le marathon qu'on a inventé pour ça, le saut en hauteur, le saut en longueur. Tu sais, c'est vraiment les disciplines autour de l'athlétisme. Mais peu à peu, on va permettre au sport collectif d'être intégré. Il va y avoir des Jeux olympiques qui vont briller par leur stupidité. Ce que je veux dire par là, c'est les Jeux olympiques de Saint-Louis en 1908, si je me souviens bien, encore une fois, la date m'échappe, mais on va faire ce qu'on appelle les Anthropology Day. En gros, on va demander aux peuplades, je le mets entre guillemets pour ceux qui m'entendent, là, c'est-à-dire des Pygmées, des Iraniens, etc., de différentes nations, de venir performer, je le mets encore entre guillemets, pour montrer à quel point ils sont inférieurs aux races, encore une fois, je le mets entre guillemets, blanches. Et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est d'un racisme inhérent et jamais
le CIO, je ne pense pas, ne s'est excusé de ça, comme on va reprendre certains des poncifs qui étaient utilisés dans l'Allemagne nazie, qui va devenir un usuel. Par exemple, la flamme. La flamme, le flambeau qui traverse, c'est une invention de Carl Diem pour les Jeux olympiques de 1936 pour appeler la purification de la race. Donc encore aujourd'hui, moi, quand je vois la flamme qui traverse, je suis moyen à l'aise avec ça. Mon Dieu. Mais je trouve ça tellement intéressant pour de vrai, Laurent, de t'avoir ici parce qu'on dirait que, tu sais, moi, depuis que je suis née, les Olympiques existent. Fait dans ma tête, ben, je veux dire, tout le monde ici, là, puis depuis qu'ils sont nés. Fait qu'on dirait que je trouve ça intéressant de voir toutes les choses. Au bout du compte, ça fait quoi? Ben, un peu plus que 100 ans, là. Tu sais, 125 ans que les Olympiques sont là. Puis quand on y pense, initialement, ça a duré 700 ans, les Olympiques dans la Grèce antique. Fait qu'on dirait qu'on est tellement comme au début de tout ce qui se passe. Puis c'est vrai, en ce moment, en 2024, les Jeux olympiques de Paris, c'était... 2024, c'est l'année dernière, oui. Il y avait la parité homme-femme. Puis tu sais, c'est comme quand on y pense... Hey, ça a pris du temps, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, on se dit... mais quand je te dis que c'est des conservateurs finis... Puis moi, honnêtement, si on y va dans les histoires personnelles, moi, le moment où j'ai été dégoûté des Olympiques, c'était en 1995. 1995, moi, je viens de Québec, là, puis ça a été une année l'anus horribilis. Là. Les Nordiques sont partis, le référendum n'est pas passé. Et plus encore, on n'a pas eu les Jeux olympiques de 2002. Et ceux qui l'ont eu, c'est Salt Lake City, qui avait même pas de neige. Puis on s'est rendu compte qu'il y a eu une histoire de corruption. Sincèrement, pour Québec, là, je trouve que ça a été très dur. Puis c'est là que tu te rends compte, OK, c'est pas une question de mérite, contrairement à ce qu'ils nous font penser, où est-ce que le sport le plus méritant va gagner, mais tu te rends compte qu'il y a de l'argent. Puis encore aujourd'hui, les nations qui ont le plus d'argent, c'est elles qui ramassent le plus de médailles. Mais c'est pas nécessairement elles qui ont les meilleurs athlètes. Même au Canada, on se disait, comment ça se fait qu'on est tellement pourris dans le sport? Tu sais, on se faisait ramasser partout, puis disait, on a quand même un pays. Nous autres, tout ce qui nous intéressait, c'était la médaille d'or au hockey. Après ça, le reste, c'est tout du glaçage. Mais le gâteau, nous autres, c'était le hockey. Puis, on a commencé à investir dans des programmes financés par le gouvernement fédéral parce qu'on se disait, l'Australie torche tout en natation. Puis nous autres, comment ça se fait qu'on n'a pas de sport autre que le hockey? Donc là, on a commencé à en avoir un peu plus, on s'entend. Puis le Canada commence à monter un peu plus dans les médailles. Mais quand tu regardes le palmarès des 10 nations qui ont le plus de médailles, ça remonte encore une fois les pays les plus riches ou ceux qui investissent le plus. La Chine, c'est pas pour rien qu'ils veulent investir tous les aspects sportifs. C'est encore une manière de symboliquement dire c'est nous qui prenons l'ascendant sur le monde. C'est plus les États-Unis. Et on le voit, là, c'est Chine, États-Unis. La Russie, ils l'ont mis dehors pour des raisons de dopage. D'ailleurs, le reportage qui a été fait sur Netflix là-dessus, sur le dopage en Russie, est passionnant. Il y a un autre reportage qui est très, très, très intéressant, Icarius. Je sais pas si vous l'avez vu, où c'est l'histoire d'un gars qui fait du cyclisme et qui essaye de faire le Tour de France avec les conditions de les reproduire, puis il décide de se doper. Puis là, il se rend compte de tout ce qu'il y a. Je veux pas vous le voler de punch. Vous irez voir ça, c'est très, très, très bon. C'est à voir absolument. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que les Olympiques, c'est... T'aimes détester les Olympiques aussi, parce que quand c'est pas les Olympiques, tu dis c'est tout croche, c'est corrompu, c'est pas les bons qui gagnent, il y a de la tricherie, etc. Mais quand ça commence, tout d'un coup, t'es le premier à prendre pour ton pays de manière tellement nationale. Puis moi, honnêtement, j'aime pas beaucoup les nationalismes. Je trouve que ça menait à des excès. Puis quand les gens parlent de leur nation comme étant la meilleure des autres, moi, j'ai toujours cette fameuse phrase de la grande évasion ou la grande séduction, je me souviens plus c'est lequel, de Jean Gabin, je me trompe de titre, mais à un moment donné, c'est une gang de prisonniers qui partent des camps allemands pour traverser en Suisse. Puis quand ils arrivent devant la Suisse, ils voient le territoire, il y en a un qui dit « Hey, c'est là la Suisse ». Il dit « C'est là la Suisse ». Il dit « Mais je vois pas la différence ». Il dit « Où la frontière ?» Puis là, l'autre lui dit « Mais il dit, la frontière, c'est une invention des hommes, la nature s'en fout ». Puis je trouve ça beau à un moment donné. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ici, t'es au Québec, puis de l'autre bord, t'es en Ontario, de l'autre bord, t'es aux États-Unis. Tu sais, la nature s'en fout d'une certaine manière. Oui, je sais qu'il y a des liens communautaires, qu'il y a des liens identitaires qui sont forts, mais a-t-on besoin
de prouver ça comme nous contre eux, je trouve ça difficile. Puis des fois, j'ai plus de fun à regarder les Olympiques pour ce qu'elle est capable de révéler, comme quand il y avait eu, c'était à Tokyo, si je me souviens bien, ce sauteur en saut en hauteur qui était italien avec un gars du Bahreïn. Puis les deux ont fait la même distance, puis n'arrivaient pas à se départager. Là, l'arbitre va les voir en disant, ben les gars, on peut vous donner les deux une médaille d'or. Puis là, les deux se regardent. Puis la joie qu'il y avait ce moment-là, pour moi, c'est un des grands moments. L'autre grand moment, puis j'ai de la difficulté à le dire sans avoir des frissons, là, vous l'avez toutes vu sur YouTube dans la chaîne des Olympiques. C'est le plus vu. C'est ce coureur de la Grande-Bretagne qui part à courir. Je sais plus si c'est un 400 ou 800 mètres. Et là, se claque un mollet ou une jambe. Puis là, il se couche comme ça par terre. Il décide de se relever. Puis il décide de finir sa course. Mais tu le sens qu'il a mal. Il souffre. Puis là, son père descend de la foule, entre là-dedans, puis son fils pleure, il capote, il se rend compte que son rêve est détruit. Son père pogne son fils pour l'amener, puis là, t'as un officiel qui vient dire à son père, t'as pas le droit de faire ça, puis il l'envoie chier d'une manière avec un corps, c'est comme... Puis son fils, il veut l'amener à la ligne d'arrivée. Puis tu fais, le gars, il n'a pas gagné. Le gars, il est disqualifié. Mais le gars, il a réussi à passer la ligne d'arrivée avec son père. Tu fais, c'est pour ça que je veux voir des Olympiques. C'est pas pour on a gagné meilleur. Non, c'est pas ça pour moi. C'est les valeurs olympiques. Est-ce que historiquement, mettons, quand on regarde toutes les nations, est-ce que historiquement, ça a tout le temps été un peu ça, le sport? Parce que, mettons, qu'on reparle de l'origine du sport, c'est la guerre, le pouvoir, montrer que c'est moi qui chasse le mieux. Là, c'est l'origine, mettons, une hypothèse qui a été émise, là. Mais mettons, est-ce qu'historiquement, là, on parlait justement de l'esprit sain dans un corps sain dans la Grèce antique, est-ce que là, on faisait le sport pour les bonnes valeurs que ça apportait? Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire où est-ce que cette idée de faire le sport parce que ça montre des bonnes valeurs, ça a déjà été présent ou c'est quelque chose de vraiment nouveau du 21e siècle de se dire... La notion de bonne valeur est toujours, tu sais, ça change selon ce que toi, tu considères. Ouais. Au milieu du 19e siècle, il y a eu la grande tendance de la gymnastique militaire. C'est-à-dire, tu sais, on a toutes ces images en Russie, en soviétique, où tout le monde fait les mêmes mouvements, ou en Corée, puis tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Ben, c'était pour servir une valeur d'uniformité, de conformité. On s'entend que c'est pas des valeurs d'agression, mais ça reste quand même une valeur où on écrase l'individualisme au profit du collectif. Donc ça a été un moment au milieu du 19e siècle environ. Qu'on se disait que c'était... À ce moment-là, c'était une valeur qui était importante, puis c'était... Fait que de ce que je comprends aussi, les Jeux olympiques puis le sport, puis je pense que ça reflète vraiment un peu les idées d'une société. C'est sûr qu'en ce moment, ce qui gosse avec le comité olympique, désolé mais c'est plate là, tu sais, de voir que c'est autant des idées conservatrices que justement ça va pas. Puis tu sais, on pense aussi aux Olympiques de la Russie où est-ce que Sochi c'était complètement homophobe là, comme si ça reflète pas vraiment les idées occidentales. Et plus encore, le CEO interdisait de faire des manifestations politiques. Donc, tu n'avais pas le droit de porter, par exemple, de drapeau LGBTQ2A+, sinon tu étais mis dehors des Olympiques. Souvenez-vous aussi des 2 Américains qui ont pris le point ganté pour dénoncer la ségrégation aux États-Unis. Leur carrière a été finie. Donc, il y a une... Comment dire, sans être méchant? Le CIO fait semblant que le sport n'est pas politique, mais il est 100% politique. Il est un produit de consommation, de marchandisation. On fait semblant que ce ne sont que des valeurs. Puis regarde, tous les 2 exemples que je t'ai donnés, c'est que des valeurs sportives pures. Mais derrière, le gars, il s'est fait probablement de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un grand problème avec le CIO, mais les problèmes du CIO sont les problèmes de notre société. On ne peut pas demander à une organisation mondiale de gérer ce que nous-mêmes, dans nos propres pays, on n'est pas capable de gérer. Mais je reviens, ça va un peu dans le même sujet, là, le dopage. Pourquoi les gens ont commencé à se doper? C'est justement pour atteindre toujours l'excellence, puis ça va un peu avec le pouvoir aussi. Tu as de l'argent, tu as les moyens de faire ça. On a parlé tantôt que le premier dopage, c'est la viande. Oui. Mais mettons, le dopage moderne, ça commence comment? Ça commence avec la cocaïne, notamment. La strychnine, qui est aussi pas pire. Il y a le marathon de Saint-Louis, si je me souviens bien, il y a un gars qui va embarquer sur une voiture puis faire à peu près 20 km de l'auto pour descendre puis après ça finir son marathon. On a toujours trouvé des moyens... Je suis pas le grand spécialiste sur les produits parce que là, je pense qu'en pharmacologie, vous me planteriez, puis vous me plantez, c'est sûr. Mais on a toujours trouvé des produits qui permettaient d'augmenter une certaine masse musculaire. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale. On va voir des programmes autant chez les Soviétiques
que chez les Américains, même si on ne l'assume pas du tout, là, se développer pour avoir les meilleurs. Quand tu vois des gars qui, en 2 ans, prennent une masse musculaire formidable, tu fais, il s'est passé quelque chose. Tu sais, la joke des nageuses est-allemandes, là, on a retrouvé en 1976 une valise dans le fleuve Saint-Laurent avec des produits dopants qui étaient de la RDA. Donc, c'est vous dire si c'était connu, c'était su, mais le problème, c'était que on n'avait pas assez d'argent pour dépister le dopage. Puis même si on investit 150 millions pour dépister le dopage, ben l'industrie du dopage, c'est 2,5 milliards. Donc, on va toujours avoir un temps de retour. Ce qui a fait dire à certains, à un moment donné, c'est le magazine Vice qui disait « Tout le monde est dopé, fine, dopez-les tous, puis on va voir qui gagne. » Rendu là, parce que quand il y a eu l'histoire de Lance Armstrong, on s'est dit « OK, là, non seulement il nous a abusés, mais il a ri de nous pendant longtemps. » Puis tu sais, à un moment donné, il y a ce nageur français qui a eu cette phrase magnifique, qui parlait d'un nageur coréen qui, 1 an auparavant, était le dernier, puis là, tout d'un coup, qui devient premier, puis il est à un micro, puis il dit « Mais il pisse violet! Regardez-le, il pisse violet! » Le lendemain, dans le journal L'Équipe, c'était écrit « Il pisse violet! » C'était sûr, parce que, tu sais, à un moment donné, il dit « Moi, je travaille comme un débile, puis il y en a un qui prend son Kool-Aid, qui est capable de clencher tout le monde, il y a un problème, là. » Ouais, c'est ça. Mais, écoute, encore aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'on leur demande aux athlètes, puis il faut toujours que le temps soit réduit, puis si t'es pas le meilleur, t'as pas d'argent, t'as pas de sponsor, ta vie est finie. Puis c'est des gens qui arrivent à 30 ans, qui ont fait toute leur vie en fonction de ça, qui ont plus de carrière. Qu'est-ce qui les attend? Une dépression. Ça peut pas être autre chose que ça. Vous investissez pour les athlètes, investissez autant pour l'après-carrière. Parce que autant physiquement que mentalement, ces gens-là sont en quelque part détruits. Puis ça, il y a 1% de ceux qui réussissent, qui deviennent soit commentateurs sportifs ou qui se pognent des marques à gauche, à droite, mais encore là, dans un temps très, très court. Tu sais, il y en a qui disent les sportifs gagnent beaucoup, pas les Olympiens. Les Olympiens, c'est une vie de dévotion complète. Puis toute la famille y passe aussi. Ça, c'est qu'on a vu une industrie du sport se développer qui fait gagner de l'argent à quelques personnes aux plus puissants. Le CIO engrange des millions, des milliards, que dis-je. Et là, ils vont dire, oui, mais on redistribue aux nations, notamment pour développer le sport olympique. Mais c'est rien par rapport à ce que ramasse comme argent Coca-Cola, Kodak, les bières en général. Donc, tout le monde se fait de l'argent sur le dos des sportifs qui souvent sont amateurs, contrairement aux professionnels. Tu sais, les gars de la Ligue nationale de hockey qui s'en vont à Milan, là, eux autres, leurs millions sont faits, là. Mais le patineur de courte piste qui, lui, peut espérer peut-être avec une médaille gagner un 100 000 $ sur une année, c'est pas la même game, là. Ah, clairement. Puis si, admettons, on met des lunettes roses puis on se dit, OK, comme le dopage, ça n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans pour que les athlètes deviennent autant performants? C'est comme les marathons, ils ont descendu leur temps de 1 heure presque sur 100 ans. Même le 100 mètres aussi, on a descendu les temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, déjà, on a eu des programmes sportifs qui se pouvaient. On a dit aux athlètes d'arrêter de fumer, d'arrêter de prendre de l'alcool, d'avoir un meilleur régime alimentaire. Ça aide beaucoup. Puis il y a toute la définition de l'architecture musculaire qu'on commence à comprendre beaucoup mieux sur qu'est-ce que tu dois faire exactement comme entraînement pour que ton corps soit affûté comme un couteau prêt à couper tous ceux qui vont que tu vas croiser. Il y a ça qui est fondamental. Puis il y a la technologie qui est la nôtre aussi pour être capable de voir quels sont les bons mots. Tu sais, par exemple, quand tu les vois courir au 100 mètres, tu fais, il y en a d'autres qui prennent du temps à se relever. Mais là, on travaille sur la pénétration dans l'air aussi, sur qu'est-ce qu'on peut utiliser. Autre élément qui m'avait fait beaucoup rire à un moment donné, en natation, je ne sais pas si vous aviez vu, la combinaison totale. Les nageurs avaient un maillot de bain, mais qui était sur la totalité de leur corps. Et là, on s'est rendu compte qu'ils rentraient dans l'eau beaucoup plus facilement. On s'est dit, non, c'est pas normal, il faut faire des limites. Donc, on a commencé à cadrer dorénavant les gars, voici les maillots que vous portez, puis ça peut pas être autre chose que ça. Même chose pour les filles. Parce que c'est toujours, tu sais, ça me fait penser à cette histoire des ballons mal gonflés dans la NFL des Patriots, où est-ce qu'on disait, ouais, ils ont pas triché, they bend the rule. Tu sais, ils essaient juste de la pousser au maximum, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça casse. Puis le but d'un sportif, c'est toujours ça, de voir jusqu'où je peux aller. Tu sais, c'est comme il y a la règle, je vais aller sur la crête de la montagne. Il y en a qui est sur la crête, peut-être encore un petit centimètre que je peux aller gagner. Puis là, hop, non, il est tombé. Ça marche pas. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Puis aujourd'hui, on est dans une technologie sportive
de haut niveau. Mais l'autre élément qui peut-être commence à être pris en charge, c'est toute la santé mentale des athlètes aussi, parce qu'on s'entend qu'un athlète qui arrive, qui peut être sportivement ou physiquement dans des meilleures dispositions, si mentalement tu ne l'es pas, il ne se passera rien. Ouais, et ça, c'est un concept qui est vraiment assez nouveau, là, si on veut, qui devient de plus en plus populaire. Est-ce que c'est quelque chose qui était considéré avant? Non, c'était pas considéré, d'autant plus que le but d'un sportif, c'était un agissant. C'est celui qui devait performer, point final. Puis comme c'était sa job, toi, ta job, quand tu rentres dans une salle pour ausculter un patient, ta job, c'est de voir ce qu'il y a. Lui, sa job, c'est de courir 100 mètres d'attitude, là. On ne te pose pas de questions. C'est pas savoir comment tu te sens ce matin, puis est-ce que tu es stressé. Hein? Non, puis tu sais, de gérer de la déception, de gérer du vide que tu as dans ta vie. Quand tu es monomaniaque sur une chose, tu sais, les athlètes, ils s'entraînent matin, midi, soir, ne font que ça, n'ont pas de vie sociale ou presque. Ce qui m'avait marqué à un moment donné, Carlos Alcaraz, après le tournoi des États-Unis, je pense, l'US Open, qui avait dit « J'ai juste hâte de manger une pizza ». Parce qu'il n'a pas le droit de manger des choses qui vont le ralentir dans sa progression, parce que c'est 1 millicentième ou 1 milligramme qui peut faire la différence sur quelque chose, puis ça, on en est conscient. Mais le problème, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner? Oui, on s'éloigne de l'idéal de Pierre de Coubertin. Puis est-ce qu'on ne devrait pas revenir à l'athlète naturel? Mais ça n'arrivera jamais. Sauf que tu as des gens qui, eux, sont des anormalités totales. Alex Ovechkin, par exemple, joueur de hockey, mange des Big Mac. Dans sa gourde, c'est pas de l'eau qu'il y a, c'est du Coke. Et a un régime alimentaire dégueulasse. Mais pourtant, en termes de longévité puis de performance, il y arrive à ne pas prendre comme exemple quand même. Puis, tu sais, mettons, des fois, ça, c'est un débat que beaucoup de gens vont débattre, ils ne seront pas d'accord avec moi, là, mais tu sais, certaines personnes qui disent que les athlètes devraient être le reflet de la société, devraient être des modèles d'exemple pour les enfants, pour montrer que c'est important, justement, de faire du sport, puis d'être en forme, de continuer à rester actif. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ben les athlètes sont là pour performer puis donner un certain show. Est-ce que dans l'histoire, puis tu sais, là, on parle beaucoup d'athlètes puis de gens qui font ça pour gagner la vie, mais est-ce qu'il y a un certain moment dans l'histoire où est-ce que là, en ce moment, tous mes amis sont sur Strava, tous mes amis courent, tous mes amis font des marathons. Là, c'est rendu le trend. C'est comme tout le monde c'est cool. Hein? C'est cool d'être sportif. Est-ce qu'il y a un autre moment dans l'histoire où est-ce que justement les gens ils faisaient du sport pour bien? Parce que j'ai quand même un peu l'impression que tout le monde fait du sport, tout le monde s'entraîne parce que tout le monde aime ça être bien, tout le monde voit les bienfaits de l'entraînement. Puis historiquement, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou justement, là, je sais que la Grèce antique, là, on parle souvent d'expression dans un corps sain, mais est-ce que, tu sais, aussi les femmes, là, tu sais, on peut peut-être un peu parler de leur place, là, je sais pas si on pourra en parler longtemps parce que peut-être qu'il n'y avait juste pas de place dans le sport, mais sur un événement sociétal où est-ce que les gens faisaient du sport autre que dans la Grèce antique, justement, pour les bienfaits du sport. Il y en a eu, mais tu sais, le sport tel qu'on le connaît, c'est surtout 19e, 20e siècle. Début du 20e siècle, tu as eu le bodybuilding. Qu'on le veuille ou non, là, c'est un sport, c'est une manière de définir son corps. Parce que dans le fait, comme tu disais, de faire de l'exercice physique, oui, il y a se sentir bien, mais il y a aussi projeter une image désirable quelque part. Puis d'être conforme à un certain standard de société où est-ce que le muscle est bien défini, saillant. Puis t'envoies le message, je prends soin de moi, donc, j'ai du temps, j'ai de l'argent et je suis tight. Tight dans le sens où je fais bien mes affaires. Là. Fait que vous pouvez me faire confiance. C'est un message social. On code quelque chose avec notre corps qu'on envoie aussi. Puis c'est aussi une manière de dire, on fait du sport ensemble, mais séparés. Tout le monde séparé de notre bord. Tu sais, le fait que tout le monde court ensemble, mais il n'y a pas de communion comme telle. Alors que quand tu fais une ligue de garage, t'en as un qui est super bon, puis l'autre qui vient d'arriver sur ses patins, mais il y a une communion à travers ça. Puis le but, c'est d'œuvrer vers un objectif commun. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des moments où on voulait simplement être bien avec notre corps? Oui, il y en a eu. Mais honnêtement, depuis les années 80, 1980, j'entends, on a quelque chose de complètement inusité dans notre société où on a comme perdu nos idéologies, les grandes idéologies qui ont défini le 20e siècle, le communisme, le capitalisme, etc. Puis on se rend compte que comme on ne croit plus beaucoup en rien, mais on va croire en nous, en notre corps, en notre capacité de modeler notre corps pour en faire quelque chose qui est conforme à nos valeurs personnelles. Ça vient comme notre carte de visite, notre musée personnel de ce qu'on est, puis de ce qu'on veut être aussi. Puis quelque part, comme on a l'impression qu'on n'a pas de prise dans le monde actuel, c'est comme une manière de dire, j'ai une prise sur ce que je suis et de ce que je veux être, et autant du point de vue mental, parce que faire de l'exercice physique, c'est, on s'entend, une sorte de méditation en soi-même, puis de retourner en soi-même, c'est une méditation, mais c'est aussi une manière de dire, le corps que j'ai, c'est le corps que je veux avoir,
et je suis la seule personne qui est capable de le maîtriser comme tel. Donc, c'est une belle métaphore de notre société encore, ça. Parce que, justement, on voit que la société, elle influence aussi un peu comme notre rapport à notre sport. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi, j'aime ça faire du sport et j'aime ça courir parce que, tu sais, ben, je vois que je peux m'améliorer dans ce sport-là, mais si je vois que je stagne, mais là, tu sais, je vais moins me sentir bien. » Est-ce que c'est au niveau sociétal parce que, justement, dans cette société capitaliste, parce qu'on est toujours dans la performance puis toujours le mieux, est-ce que c'est justement, on voit que notre société va influencer aussi notre rapport au sport puis au rapport à tout ce qu'on entreprend, ou c'est juste comme humain parce que dans l'histoire, tout le monde a toujours voulu tout le temps être meilleur? Je sais pas si ma Non, question je pense est que la claire. société capitaliste encourage encore plus. Tu sais, partir de rien, je suis arrivé au top. Mm-hmm. Et j'ai ça, réussi à éloigner tous les obstacles devant moi. Je suis un self-made man. Il y a ça, là. Ouais, Puis c'est on est sensationnel, vraiment là. là-dedans. Sauf que toi puis moi, on le sait qu'on a des limites corporelles, physiques, qu'on le veuille ou non. Tu sais, tu peux pas courir un marathon à 1 heure, là. Ça se fera pas. Il y en a qui veulent le faire, mais Ouais. tu dis oui? Docteur No est capable. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, honnêtement, puis j'ai parlé de moi, à un moment donné, moi, je me timais beaucoup sur mes temps, des affaires comme ça, puis ma course. Puis je me suis rendu compte que ça devenait problématique parce que tu deviens plus obsédé par le chiffre que par le bien-être, que ce que ça te provoque. Puis depuis à peu près 4-5 ans, j'ai arrêté de timer tout ce que je faisais. Ouais. Puis simplement, quand tu vas dans des gyms, des affaires comme ça, on s'entend que là, c'est sûr, tu times un obligé. petit peu. Mais c'est des courses à l'extérieur, c'est que je les fais simplement pour ce qu'elles sont. Ouais. Indépendamment. Tu sais, quand tu times, tu fais hey, encore 1 kilomètre, puis je fais mon 10, je vais le faire, indépendamment que ton corps soit capable ou pas. Donc, je dirais aux gens qui sont obsédés par le fait de tout compter, puis dans notre société, il faut tout compter. Tu sais, j'ai fait 4000 pas. Non, il faut en faire 10 000. OK, je vais me rendre à 10 000 pas. As-tu fait ton 10 km? Oui, je l'ai fait. OK. Puis, tu as pris combien de calories? Tout est numériquement chargé et important. Alors que quand, au contraire, tu vas à rebours de ça, c'est comme si tu vois ce que toi, ça te provoque comme sensation. Puis je trouve que c'est plus normal. Mais je veux revenir sur ta question sur les femmes parce qu'on va en parler. Ouais. Les femmes, pendant longtemps, on vient au 19e siècle, on les considérait comme incapables de faire du sport. Parce qu'en plus, on disait qu'elles n'avaient pas le corps pour le faire. Donc, il va falloir que certaines femmes forcent la donne pour dire non, moi je suis capable. Lottie Dott, par exemple, elle faisait du tennis, du hockey sur gazon, du golf, tout. Puis elle a gagné Wimbledon à 18 ans, si je me souviens bien, à la fin du 19e siècle. Mais on disait, OK, vous avez le droit d'en faire, mais c'est pas ça votre job. Votre job numéro 1, c'est de vous trouver un bon mari puis d'avoir des enfants, that's it. Puis la seule raison pour laquelle on les a encouragés à faire du sport, c'est de le faire pour trouver un mari. C'est tout. Ça va prendre même le 20e siècle pendant longtemps. La femme, c'était pas là sa job. Fait que même dans l'histoire, Grèce, Égypte, non? Ben, il y avait des gladiatrices dans l'époque romaine. Il y avait aussi des femmes qui faisaient des tournois à l'époque médiévale. Mais on s'entend que souvent, c'était l'homme qui était mis de l'avant parce que c'était lui. Là, je parle de la société occidentale, entendons-nous. Hein. Là, il faudrait nuancer pour d'autres territoires. Mais c'est sûr que le patriarcat a été fondamental. Et dans le droit romain, donc dès l'époque de la Rome antique, on considérait que c'était l'homme qui était le maître de famille et que c'est lui qui dominait. Et le roi, de la même manière, était celui qui était le bon père de famille pour ses enfants. Donc la femme a été beaucoup laissée de côté de ce côté-là. Puis, tu sais, là, j'apprécie ce que vous dites parce que, mettons, c'est une question que je me demandais, là. Dans une société, je sais pas si c'est un peu hors de votre champ d'expertise, là, mais tu sais, les sociétés un petit peu plus matriarcales, est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi le rapport de la femme, justement, avec le sport et tout ça? Ou... Ça, je peux pas te le dire. J'ai pas développé cet aspect-là. Je Mais je peux vous vraiment envoyer des gens qui vont vous développer et rentrer plus à fond. Je trouve ça intéressant. OK, une autre question. Ouais. Les sports organisés, on a parlé un peu de rugby tantôt. Comment ça a commencé, le hockey, le soccer? Parce qu'on dirait que tous les sports de la Grèce, c'est des courses, de la bataille, mais les sports organisés. C'est la grande question. Pour certains, ça aurait commencé à l'époque médiévale. Il y a un sport qui est à la base de tout, ce qu'on appelle la paume. C'est ça. Est-ce que c'est la paume? Non, c'est pas la paume, voyons. Voyons, comment il s'appelle? Mon Dieu. La soule, merci. La soule, je l'avais. C'est évident, Ça fait bien. La soule, qui est un jeu qui a pris différentes formes. C'est qu'il y avait une espèce de boule qu'on va appeler ballon bientôt. Et c'est un village et tout le monde se séparait en 2 clans. Et là, c'était le premier qui attrapait la boule pour aller la porter dans un espace, par exemple un poteau, un arbre. Sauf que quand vous attrapiez la boule, même ceux de votre équipe pouvaient vous enlever la balle pour aller la porter de l'autre bord.
peu à peu, ça va évoluer en rugby, en soccer, en football. Et il y en a qui vont commencer à saouler avec un bâton sur la glace. Il y en a qui vont commencer à saouler avec un bâton, mais sur le gazon, qui vont donner le golf. Donc, peu à peu, la déclinaison de la soule va donner les sports tels qu'on les pratique aujourd'hui. Mais il va y avoir des jeux traditionnels 17e, 18e siècle, mais c'est vraiment au 19e siècle, avec rugby, avec les fédérations de soccer, de football qui vont être créées, que là, on va instituer la chose. Le hockey, par exemple, fin 19e siècle, le premier match, c'est à Montréal, mais on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge où on voit des gens qui patinaient, qui se lançaient une espèce de crotte gelée, on va dire. Là. Puis au lieu d'avoir des patins en fer, on mettait des mâchoires de cheval qu'on taillait pour être capable de faire des patins sous les pieds. Ah, vraiment intéressant. Puis à ce moment-là, le rapport au sport, au champ, puis à l'équipe, c'était toujours une idée de montrer... Parce que je reviens encore un peu sur la violence, là, mais là, est-ce qu'on va voir encore les violences dans ces sports d'équipe-là ou c'était vraiment plus la technicalité puis, je sais pas, les athlètes qui étaient capables de faire... La beauté du geste n'est pas encore mise de l'avant. C'est vraiment le gain avant toute chose, sauf que, malgré tout le monde n'était pas égaux. Quand tu avais un aristocrate qui était parmi la gang, bien souvent, il y avait plus de chances pour les jeux de tir aussi, mais ça, c'est pas un sport collectif. T'sais, le but des fédérations, c'est que tout le monde soit égal avec les mêmes règles. Donc, ça va être assez fondamental. Puis le sport professionnel, ça commence quand? 19e siècle. C'est vraiment au 19e siècle que le sport est créé, puis que les premières fédérations sportives sont créées. Et plus encore qu'on va commencer à payer des athlètes. Parce qu'avant, c'était pas rare qu'il y ait un joueur qui travaille durant la journée dans une manufacture, puis après ça, le soir, va faire du soccer, par exemple, pour lequel il est payé. Mais il n'est pas payé des 1000 et des 100. Là. Maurice Richard, par exemple, il n'a pas fait beaucoup d'argent. C'est après sa carrière qu'il y a eu des endossements à gauche et à droite. C'est l'explosion des salaires dans le sport, c'est les années 60-70, où est-ce que là, ça monte, puis ça explose. Ce qui fait que certaines villes ont pu avoir pendant un temps des ligues sportives comme Winnipeg, Hartford, Québec, dans la Ligue nationale de hockey, j'entends, là. Alors que si on avait donné une équipe à Québec dans les années 90, ça aurait été impossible avec les salaires. Il aurait fallu que ça soit créé avant, comme ça a été le cas. Mais dans le sport masculin. Parce qu'à ce moment, on dirait que c'est drôle parce que je vois toute l'essor du sport masculin que ça ressemble un peu à tout ce qui est les sports féminins. Comme, tu sais, ça fait pas longtemps, les femmes dans le sport devaient aussi travailler, puis c'était comme un peu un on-the-side qui commençait à faire du sport. Exactement. Fait que, on dirait qu'on voit un petit essor et on dirait que c'est quand même assez... Oui, puis ça a pris du temps, le sport féminin. On se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'équipe avant ça. Quand les Roses sont arrivées, tu fais « Ah ouais, il n'y en avait pas. » Puis la victoire, tu fais « Mon Dieu, ça a pris du temps. » Il y a eu les Canadiennes quand même avant. Mais c'était comme si la population n'était pas prête à se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. » Alors que là, c'est même plus la question. Là. On dirait que ça fait tellement pas longtemps que la femme a une place dans la société. Fait que juste le fait qu'on puisse faire du sport et tout, je trouve ça... Je confirme que... Même encore en orthopédie, en chirurgie aussi, un petit peu du chemin à faire, là, mais super intéressant. Ah oui, mais dans tous les métiers, les femmes ne gagnent pas le même salaire que les hommes. Tu sais, on n'est pas dans l'équité complète au Québec. Là. On a l'impression qu'on est en avance sur les autres. Moi, je dirais qu'on est en retard par rapport à ce qu'on devrait être. Ouais. C'est qui l'athlète, le meilleur athlète de tous les temps, le GOAT, le meilleur? Le GOAT, Mario Lemieux, pour moi. OK. Oui, parce que c'est un gars qui a réussi, écoute, là j'ai mal au dos, je vous l'ai dit avant qu'on entre en ongle, là, c'est que lui, il avait tellement mal au dos à un moment donné, il n'était pas capable d'attacher ses patins, donc on attachait ses patins pour lui, puis il a quand même réussi à battre des records sur le nombre de buts par match. Il a eu un cancer, il est revenu, il a repris sa retraite, il est revenu encore. Tu sais, malgré tout ça, moi, c'est surtout la résilience qu'il a eu, puis la dévotion vers son sport. Oh, j'adore. Très bonne... Moi, je vais avoir une autre anecdote des Jeux olympiques. Vas-y. Non, mais il faut que... tu veux que ce soit moi? Une autre anecdote des Jeux olympiques? Une anecdote ou un fun fact? Tu peux... Ouais. OK, anecdote ou fun fact? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je vous en ai tellement donné, là. Ah oui, tiens, aux Jeux olympiques de Rome, le CIO se demandait, on devrait signer des contrats télé, puis la gang de la CIO, elle se fait, la télé, ça va être mort dans 10 ans, là, laissez faire ça. Fait qu'ils ont signé un contrat, ils se sont fait avoir sur les droits télé. Puis quand ça a été le moment de re-signer, en fait, non, finalement, ça marche. Là, on va signer comme du monde. Je pensais que ça n'allait pas fonctionner, la télé. Ils se disaient, le monde, ils veulent voir les compétitions. Là. Okay. Puis même, le hockey, ça a été la même chose. Quand il télédiffusait, ils disaient, si on télédiffuse tous les matchs, les gens ne viendront plus. Donc, ils commençaient
à les télédiffusions après la deuxième période pour être sûr que les gens assistent au match comme tel. Ouais. C'est vraiment drôle. Ouais. Est-ce que tu as un fun fact historien que tu nous as pas dit? Sur le sport? Mettons, OK, parce que c'est notre épisode pour le temps des fêtes. Là, Ouais. fait que là, mettons 3 fun facts qu'on peut dire dans nos parties de famille. Le fun fact qui est le fun, c'est la trêve pendant la Première Guerre mondiale où les Français et les Allemands ont signé une trêve le jour de Noël. Ils étaient chacun dans leur tranchée et ils sont sortis, ils se sont parlé et ont commencé à jouer une game de soccer pour se rendre compte que même s'ils étaient en train de se tuer finalement, ils ne savaient pas qu'ils étaient l'un l'autre. Puis après, ils sont retournés dans leur tranchée puis se sont retirés dessus. C'est le sport uni. Il y a un très beau film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Joyeux Noël avec Guillaume Canet. Je pense que j'ai vu. Est-ce qu'ils se donnent un chocolat à un moment donné, puis là, la personne mange le chocolat avant l'autre pour être sûr qu'il ne soit pas... Exact. Ouais, exact. Il y a Diane Kruger aussi qui est là-dedans. Très beau film. Ça montre que finalement... ça montre l'absurdité de la guerre, puis ils sont envoyés comme de la chair à canon par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Très bon fun fact. J'adore. J'ai écouté ce film-là aussi, ça a l'air super bon. Est-ce que ben pas, c'est pas un rapid fire, là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'histoire du yoga? Qui s'est dit, je vais faire du yoga? Ah, mon Dieu. Hey, ça, par exemple, sais-tu quoi? Je te le dirai pas parce que c'est dans mon livre. Je sais, le plus, je l'ai vu, mais je l'ai lu, mais... Alors, si vous voulez l'histoire du yoga, moi, j'en ai fait un petit peu de yoga, là, puis je me suis toujours demandé, tu sais que ça vient. Tu sais, vu quelque chose de très ésotérique, puis à un moment donné, on a comme enlevé le côté philosophique pour ne garder, et le côté sagesse pour ne garder que les mots, mais c'est aussi efficace, honnêtement. OK, fait que pas les lire pour... est-ce que... j'ai vu qu'il y avait une partie là-dedans. Est-ce que c'est aussi dans les livres sport et loisirs? Vous avez comme... Non, c'est vraiment juste là-dedans pour faire une histoire courte, le corps, une BD sur l'histoire du corps. Bon. On fait l'histoire du yoga, l'histoire des saignées, l'histoire du pénis, l'histoire des seins. Ouais, je recommande. C'est bien vraiment cool. Petit livre. OK, un fun fact sur la Coupe du monde de soccer. Fun fact de la Coupe du monde de soccer, le but de Maradona était pas bon, malheureusement. Ça vous dit rien, probablement. Oui, avec le... Ouais, ce qu'il a appelé la main de Dieu, là, à un moment donné, il a fait un contrôle, mais il l'a touché par la main. On peut dire aussi la Coupe du monde qui a été volée, qu'on n'a jamais retrouvée. Ça, c'est assez drôle. Mais comment vous savez que c'est pas... Je pensais que c'était comme un gros débat sur le but de Maradona. Ah non, mais moi, c'est moi qui le dis, là. OK. Moi, dans ma tête, je fais, c'est beau, mais il est pas bon, c'est... le but, là, tout simplement. S'il y avait la VAR, la vidéo assistée aujourd'hui, là, on s'en rendrait compte que c'est pas bon. Tristounet. Mais j'adore Maradona, honnêtement. Un fun fact sur le hockey. Sur le hockey, qu'est-ce que je peux vous dire sur le hockey? Ah, ben l'histoire de Jacques Plante, que vous connaissez peut-être, Jacques Plante, qui était le gardien du Canadien de Montréal, qui, en pratique, portait un masque. Puis, à un moment donné, il était écœuré de recevoir des rondelles qui pétaient la fiole. Puis, à un moment donné, il a reçu, ça a été on le voyait sur la Minute du patrimoine, là, il a reçu une rondelle, puis il recouse la face, puis il fait « OK, là, c'est fini, je porte mon masque. » Puis ça a été un des premiers gardiens, ça n'a pas été le premier, ça a été un des premiers gardiens à porter un masque dans les matchs de hockey. Donc, il y a ça. C'est quand même fou de se dire qu'avant, il n'y avait comme pas de protection, puis non, mais quand tu vois Guy Lafleur avec les Nordiques qui jouent sans casque, tu fais qu'est-ce que tu fais? Mais honnêtement, si on fait du millage là-dessus, on voit que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Quand tu regardes la victoire versus les Canadiens, il y a un gars de Boston, je pense, dernièrement, qui a reçu une rondelle sur la mâchoire, puis je fais, c'est ta faute, dude. Mets une grille. Toutes les filles ont des grilles, elles le savent. Mais les gars, non, mais je vois mal. Ta gueule, mets ta grille. Mais c'est ça, puis je trouve ça drôle. J'avais vu une vidéo là, d'une joueuse de New York qui joue pour la LPWHL. J'aimerais pas me mélanger avec le nom en français, là, mais qui, là, dans un podcast, elle se fait demander pourquoi toi, tu portes une grille. Là, elle monte ses dents, elle dit j'ai payé mes dents tellement chères, je vais porter une grille. Puis je suis comme, ouais, c'est vrai, je sais pas c'est quoi l'idée de. Mais ils sont débiles, les gars. Tu sais, portez votre grille, c'est quoi? Est-ce qu'ils vous l'interdisent? Mais à chaque fois que tu vois des blessures comme ça, tu fais qu'est-ce que ça va vous prendre? Vraiment. Puis moi, j'admirais le joueur de la Ligue nationale qui arrive puis dit moi, je porte une grille. Puis c'est tout. Merci. Le mot de la fin? Le mot de la fin, l'histoire nous le dira. C'est le nom de la chaîne YouTube. C'est super. Ah ouais, bon. Ben, en tout cas, tout le monde à aller écouter l'histoire nous le dira. C'est vraiment intéressant. Puis juste dire, faites attention si vous commencez les livres de Laurent. Oui. C'est vraiment traître parce que tu peux pas t'arrêter de les lire. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait s'attendre? Là, c'est le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi? Ben là, non. Là, tu vois, oui, j'ai quand même fait le livre avec Jeanne Bertrand, 100 ans d'histoire. Il y a mon livre 15 joueurs et joueuses de hockey légendaire. C'est plus pour les enfants. Puis pour faire une histoire courte, le corps.
Sinon, il y a la réédition du Sport et Loisirs qui s'en vient en février. Ah, cool. C'est quand même pas pire. Intéressant. Merci beaucoup. Ouais, un grand vous merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.